Écoutez, merci beaucoup. Je suis très content que ce soit Jean-Marie qui soit avec nous aujourd'hui. C'était un soutien de la première heure, avec Pierre-William Glenn aussi, autre illustre chef opérateur français. Et c'est marrant parce que en fait, le film a eu tout un parcours. Il a pris son temps pour se faire, se finir, se monter et sortir. Et il est né un petit peu officiellement grâce à la sélection à Cannes Classique. Et on était très fiers d'avoir monté des marches, d'être annoncé sur le tapis rouge. Et Jean-Marie a monté les marches avec nous. Cette année-là, il faisait partie du jury de l'œil d'or, c'est ça? Non, Caméra d'or. La Caméra d'or. Viens avec nous, là, au centre. Et Pierre. Donc Jean-Marie, qui a une très belle carrière. Et ce que raconte aussi le film de Vilmos, c'est qu'il y a des compagnonnages qui se font avec des réalisateurs. Vilmos a par exemple fait beaucoup de films avec Brian De Palma sur plusieurs décennies. Jean-Marie lui accompagne depuis plusieurs années les films de Patrice Lecomte et Jean-Jacques Hano. Donc ça sera aussi peut-être matière pour vous à poser des questions. Et puis il y a un film qui vient de sortir il y a 8 jours, Nos Patriotes. Oui, le film de Gabriel Gaboma, oui. Voilà, donc c'est aussi une façon de parler de son travail en ce moment. Et peut-être à vous aussi d'avoir des réactions. Et puis peut-être toi de nous dire comment tu connaissais aussi ce personnage. C'est-à-dire que moi j'ai découvert le film de Pierre, donc à Cannes, comme tu disais. Effectivement, on a fait vous aviez organisé une montée des marches, donc c'était plutôt un bel hommage pour Vilmos, puisqu'il y avait quand même Victorio Storaro, il y avait Tuteur Sucheski, il me semble aussi. Enfin bref, on était plusieurs à pouvoir monter les marches et faire un petit hommage à Vilmos avant de découvrir ce film. Et puis donc après, effectivement, comme moi j'étais dans le jury de la Caméra d'or, j'ai découvert le film en projection. Et j'en suis sorti très ému en fait, parce que j'ai trouvé que c'était un beau documentaire qui racontait bien... qui rendait... Oui, donc je trouvais... C'était un film... Que fait le projectionniste? Non, on fait son échange. Pierre, on fait son micro. Oui. Oui, donc je disais que c'était un film... Si tout le monde entend. Il faut couper ça. Pardon, ouais. Je trouvais que c'était un film qui parlait bien de... non seulement du talent énorme de Vilmos, bien sûr, mais de la vie d'un opérateur aussi, qui m'a beaucoup touché, parce que c'est pas quelque chose qu'on raconte si souvent, finalement. J'ai trouvé que tous les témoignages entre que ce soit les metteurs en scène qui parlent de Vilmos, mais sur des aspects différents de son comportement sur un plateau, les comédiens, et puis aussi tous les témoignages de son épouse, qui est juste formidable pour moi, parce que ça raconte des choses qui m'ont touché aussi, par rapport à des scènes de la vie de famille qu'on peut avoir, qu'on n'est pas toujours présent au mariage ou aux enterrements, des choses comme ça. Voilà. Oui, entre autres ce moment-là, avec Suzanne, c'est fait ici. Et c'était, moi aussi j'étais très impressionné à ce moment-là où c'est arrivé. C'est-à-dire que quand vous faites un film sur j'allais dire n'importe quel personnage, mais en l'occurrence quelqu'un d'aussi important, vous le faites avec lui forcément, et vous le faites avec ses proches. Vous ne le faites pas contre, c'est juste pas possible. Donc c'était tout le temps en transparence, tout le temps, et Suzanne était là tout le temps à Paris, et je lui ai dit très naturellement, mais Suzanne, ce serait bien que vous soyez dans le film, vous accepteriez d'eux. Elle me dit oui, très naturellement. Et un jour, on faisait une longue interview ici avec Vilmos, donc vous avez vu des bouts, entre autres, quand il parle du montage, hein, ce plan où il n'y a pas de coupe, il parle des plans longs. À la fin de cette séance-là, on en a fini un peu plus tôt que prévu. Et Suzanne était en avance, elle était là. Je dis, Suzanne, venez. Elle était là. Et elle est venue, et ça s'est fait très simple, et j'avais juste 2 questions à lui poser, c'est celles qui sont là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été le plus dur, qu'est-ce qui a été le plus facile. Et quand elle m'a répondu ça, j'étais moi-même très impressionné de ce qui était en train de se passer devant moi. C'est-à-dire que je n'imaginais pas le degré de confiance et de... Voilà, il se dévoile, quoi. Et ce qui s'est passé avec Vilmos dès le début, c'est-à-dire que tout de suite, il m'a dévoilé des choses très personnelles sur lui, et je me suis rendu compte de la responsabilité que j'avais derrière ça, moi, pour rendre compte de tout ça. C'est vrai que il parle vraiment de la passion du cinéma, c'est ça qui est juste formidable.
si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas, hein, c'est pas juste une discussion entre Jean-Marie et moi, c'est entre vous. Oui. C'est comme le film, le principe c'est que vous soyez dans le film. Enfin, ça a toujours été mon attention dans le tournage, en salle de montage tout le temps, c'est que vous étiez dedans, quoi. Sinon il n'existe pas ce film sans vous. Vous êtes inclus, vous êtes avec nous, vous êtes à côté de nous et vous vivez ce qu'on a vécu. Le Vimoche que vous avez vu là, c'est le Vimoche que moi j'ai connu. Je ne l'ai pas connu à 30 ans, je ne l'ai pas connu à 50, je l'ai connu à 83. Et Alexandre, je ne sais pas toi si tu as envie de dire des choses sur Vimoche, mais tu l'as connu plus jeune, enfin avant, j'imagine, tu l'as connu avant moi, puisque tu as été, je ne me trompe pas, tu as travaillé sur Black Dahlia. Oui, tout à fait. Hein? Bah, c'était quand même, pour moi, j'ai vu tout petit, c'est la première fois que j'ai vu, c'était à Noël. C'était l'oncle américain, c'était un peu le rêve pour un petit Français, j'habitais à Maison-Alfort. Et donc il avait ramené des objets américains typiques pour Noël. Donc c'était une lune phosphorescente de la NASA, c'était un truc de la NASA. Donc moi j'étais devant une espèce d'homme géant qui était mon rêve. Donc j'ai essayé après de faire un petit peu ce qu'il fait, je fais un petit peu chez l'opérateur. Et c'est resté un modèle pour moi. Et c'est vrai que par contre, où j'ai pris contre-pied de ce qu'il est, c'est par rapport à la famille. C'est vrai que pour lui, on en a parlé ensemble, c'était assez dur pour lui de gérer les deux. C'était une passion enveloppante, très forte. Et c'est vrai que par rapport à ses enfants, il n'a pas pu être tout le temps présent, comme je le disais. Et ça, c'est, je sais pas, oui, c'est vraiment la vie d'un... Après, c'est le milieu, après, il faut faire des choix. Après, alors c'est beaucoup plus simple pour nous à notre époque, parce qu'on a des communications beaucoup plus faciles maintenant. Parce que moi, je prends mon exemple personnel, ça m'est souvent arrivé de faire les devoirs avec les enfants par Skype le soir à l'hôtel, donc c'est des trucs que lui ne pouvait pas faire. Donc c'est vrai que cette vie-là nous a un peu changé, mais c'est vrai que c'est une vie qui enfin, quand on remplit complètement sa passion, on est tout le temps dedans. Et c'est aussi formidable. Moi j'avais une question, je repense, parce que je vois un petit peu le parallèle entre vous et Jean-Jacques Hano, et le parallèle Boorman-Vilmos. Jean-Jacques Hano, il y a toujours des défis à relever, il fait toujours des films pas possibles. Est-ce que vous, il y a des choses comme ça, très difficiles, très physiques, auxquelles vous êtes confrontés, comme il a pu l'être sur Délivrance, ou des prises de risques, ou des choses... Oui, avec Jean-Jacques, c'est le bon exemple, parce que c'est vrai que c'est toujours des aventures à long terme, et puis qui nous amènent dans des endroits un peu perdus. Et c'est vrai que sur le dernier loup, par exemple, le dernier film, on a tourné sur presque un an, parce qu'on a 4 saisons à faire. C'est vrai que, oui, le parallèle, on peut l'imaginer, parce que non seulement ça, mais en plus, toutes les scènes qu'il a fait, enfin, quand on lit le scénario, on se dit, merde, ça va pas être si facile. Avec un loup. Etc. Et puis finalement, Jean-Jacques Hano, c'est pareil, c'est quelqu'un qui nous amène, comme vous pouvez faire amener John Boorman. Donc on suit, et puis non seulement on va le suivre, mais on essaie de le procéder aussi, ce qui n'est pas possible avec Jean-Jacques. Vous arrivez à lui dire non? Et donc, lui, son image, c'est toujours, on va prendre une petite pierre, puis on va l'amener, puis au final, ça fera la montagne. C'est vrai qu'on voilà, on a réussi pour le dernier mot, c'est vraiment un truc qui me vient en tête, parce que c'est vrai que c'était pas gagné au départ. De tourner avec des vrais loups en Mongolie, 4 saisons, toute une séquence où les loups attaquent des chevaux en pleine nuit dans le blizzard, sans beaucoup d'effets spéciaux parce qu'il n'en voulait pas beaucoup. Voilà, donc c'est pas facile. Puis finalement on y arrive. Mais c'est vrai que quand Boorman parle de Vilmos sur Délivrance, ça m'a souvent évoqué des choses un peu comme ça, c'est vrai. Mais moi en plus, Vilmos m'a influencé ma jeunesse de cinéma quand j'étais à l'école, donc forcément j'ai toujours eu en tête ce genre de comportement sur un plateau, par exemple. Et l'importance aussi de l'équipe, c'est-à-dire ça c'est des choses que j'ai pas pu faire, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas pu faire, si vous saviez, mais entre autres j'aurais aimé interviewer aussi les gens qui avaient travaillé avec Vimoche, les assistants, parce qu'il il avait une relation très très forte avec son gaffeur, c'était l'osmose, quoi. Ils se comprenaient sans se parler, et c'est important tout ça aussi, des choses que j'ai pas pu aborder là. Ouais, mais ça peut pas tout dans le documentaire, c'est sûr. Mais c'est déjà une bonne approche que tu as faite sur ce métier. Et ce qui est d'autant plus formidable dans le film que tu as fait, c'est que le souvenir il est là.
Et Villemot, c'est plus là, donc c'est formidable d'avoir ça. C'est un truc. Enfin, c'est un truc à garder. Bah oui, à chaque fois que c'est projeté, il revit, évidemment. Oui, puis c'est des souvenirs. Enfin, tout ce qu'il dit, ça peut faire avancer les gens. Oui, c'est important. Du cinéma. Oui. Moi, je m'attendais à un film vraiment de cinéphile, pointu, technique, pour des... Or, c'est un film sur la création, ce qu'on a vu. Enfin, ça rejoint toutes les formes de création, c'est sur le regard, c'est sur... et on oublie à un moment complètement qu'on parle de cinéma, enfin qu'on parle de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment un film sur notre métier aussi, ça raconte de tout, parce que les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait, enfin si, les gens qui font le cinéma, mais même ma mère, moi, c'est toujours pas ce que je fais. Oui, c'est pas, mais c'est sûr, parce qu'on ne sait pas exactement, et je trouve que ça raconte bien. Mais ça, c'est parce que c'est sur ce métier-là, qui est justement un métier sans sa légende, enfin c'est un métier qui est dans un trou noir, bizarrement, entre le réalisateur et les acteurs, ou l'image, enfin, et la lumière. Il y a cet endroit où forcément, vers lequel forcément la caméra n'est pas tournée, parce qu'il est derrière. Et c'est pour ça que c'est un lieu stratégique pour parler de la création en général. Donc, vraiment un immense bravo, parce que c'est impressionnant. Et un immense bravo pour ce métier. Parce que... Ouais, c'est des gens qui sont d'une modestie incroyable, on leur donne pas tant que ça la parole. Bon, c'est en train de changer quand même. Hein. C'est pas le premier film sur les chefs-op, il y en a eu d'autres. Je me suis nourri des autres films sur les chefs-op qui ont été faits. Un film sur Jack Cardiff, un film déjà sur Villemot chez Laszlo, et puis le film fondateur sur mon titre m'échappe de 92. Je me suis nourri de ça pour faire ce portrait de Villemot. Et après, les choses sont venues de façon assez instinctive en fait. Entre les choses possibles, les gens que j'ai pu rencontrer, tous ceux que je n'ai pas pu rencontrer, et néanmoins réussir à dire quelque chose à travers ça en creux, s'il fallait même être en creux. Vous avez quand même quelques-uns qui sont des grands absents, que je regrette, mais néanmoins réussir à faire un portrait assez proche de Villemot, quoi, qui a habité ma cinéphilie aussi depuis toujours. Et puis là, dans les témoignages, différents témoignages, on comprend parfaitement l'état d'esprit dans lequel il travaillait. Je prends par exemple l'histoire de Peter Fonda, quand il raconte qu'il ne coupe pas la caméra. J'en connais plein des opérateurs qui l'auraient coupé la caméra. C'est un truc qui déconne. Et lui, il la coupe pas. Et c'est juste formidable, parce que voilà, on continue, on raconte une histoire. Ce qui compte, c'est l'histoire et le film. Après la lumière, on arrange toujours. Ça se débrouille toujours, finalement. Donc ce témoignage-là, l'autre témoignage de Borman aussi à un moment donné, qui lui dit non, vas-y un petit peu mollo, on va continuer le film. Ce genre de truc, c'est un truc sur les personnalités qui racontées par d'autres, je trouve ça formidable. Et les comédiens aussi qui parlent de lui, je trouve que voilà, c'est chouette d'avoir tous ces... Ouais, mais les comédiens, et j'avais besoin de ces paroles aussi du comédien, parce que forcément le comédien est tourné vers lui-même, c'est son image qui prime, quoi. Donc il fallait évidemment un comédien un peu porteur, des comédiens un peu porteurs. Donc quand j'ai eu la chance inouïe de me retrouver dans ce que vous avez vu, je me suis dit je peux pas rêver mieux, quoi. Et en plus il l'a fait de manière royale, quoi, par sa gestuelle, par son attitude, par plein de choses. Tout d'un coup, il n'y a eu besoin d'ajouter rien, quoi, juste enlever, parce que j'en avais mis dans un premier montage beaucoup plus, parce que j'étais resté sous le choc de ce moment-là, quand même un peu unique. Donc j'ai dû me réserver à uniquement ce qu'il disait sur Villemot. J'avais besoin de ça, de comprendre qu'il y avait cette complicité. J'en parlais avec des chefs-op hongrois là, il n'y a pas très longtemps, me disant à quel point eux sont aussi très très proches de la création, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les pays du monde, hein, mais en Hongrie en particulier. L'école hongroise est connue pour ça. Et un chef-op hongrois me disant, mais oui, en fait, quand on suit un comédien et qu'au bout de la prise, le premier regard du comédien, il est pour moi. C'est un regard de, c'était bien, c'était qu'est-ce que tu en penses? C'était une espèce de confrontation muette sur... il y a un truc qui passe tout de suite entre le comédien et le chef-op, quoi. Ouais. Avant la validation au monde de la vie du réal. C'est pour ça que les metteurs en scène étaient bien cadrés. Aussi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a une complicité aussi avec les comédiens. Oui. À un moment donné, il parle de l'esthétique de l'image qui peut être comment dire, préjudiciable pour l'histoire.
Et moi, je ne suis pas tellement d'accord, bon, mon point de vue perso, parce que le travail de David Lean sur l'affût de Ryan, le côté plastique, il est là, mais ça n'enlève rien à l'histoire, elle n'est pas du tout... voilà. Mais je souscris aussi parce que sa manière de voir les choses, quand il évoque Rembrandt et tous les peintres flamands, eh ben, c'est une autre dimension de, comme dire, cette relation entre le public et ce qu'on veut lui montrer, la création. Voilà. C'est paradoxe. Moi, quand il parle de ça, je l'ai plus compris dans le sens où il ne faut pas que tout le temps que tout soit tout le temps bien. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Et que des fois, il faut accepter des mauvais plans, c'est pas très grave, finalement. Et que, par contre, il travaillait quand même dans un esthétisme, enfin, il le choisissait vraiment, son environnement esthétique. Donc, il avait quand même cette vraie démarche. Après, je pense que je l'ai plus compris dans le sens où, c'est pas grave si tout n'est pas parfait, au contraire. Alors je pense qu'en l'occurrence, l'exemple que vous citez là, David Lean, c'est Freddie Young. Freddie Young, immense chef-op, qui est une des références de Villemoche. Quand je lui posais la question qui c'était chef-op de référence, Freddie Young arrivait tout de suite, qui a d'ailleurs été le premier à flasher le film avant lui, ce qu'il rappelait avec une modestie confondante. Non, c'est pas moi le premier, c'est Freddie Young le premier qui l'a fait. Il adorait le travail de Freddie Young. Et en l'occurrence pour David Lean, je trouve que le travail de Freddie Young s'est mis totalement au service de l'envie, de la vision de David Lean. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose qui est trop beau pour ce que ça raconte. C'est exactement à l'image de ce que souhaitait David Lean, la vision du réalisateur. Ce que je pense que soulève Villemoche, c'est quand tout d'un coup l'image prend le pas sur le reste. Que tout d'un coup c'est une belle image, une image pour l'image, quoi. Et tout d'un coup ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. L'image pour l'image. L'image au service du film, de l'histoire, l'ambiance. Il n'est pas le seul, évidemment. Mais c'est cette modestie-là qui, pour moi, caractérise les meilleurs, quoi. De cette fratrie des chefs. Parce qu'il y a une grande... Ouais, vous êtes très proches, quand même, tous les uns des autres. Vous avez l'AFC en France, enfin, là-bas c'est l'ASC, vous connaissez tous, vous. Et le truc, c'est, je vais vous dire une tautologie, mais enfin, j'ai découvert, c'est Vittorio Storaro qui me l'a dit, je dis, ah oui, évidemment. J'y avais pas pensé avant, mais les chefs-op ne travaillent pas ensemble. Les chefs-op découvrent leur travail comme vous, c'est-à-dire qu'ils s'assoient dans une salle, ils admirent le travail de leurs collègues, ils décrochent le téléphone, ils disent qu'est-ce que j'ai aimé ton film, qu'est-ce que c'est. Ils se voient à l'ASC, comme là vous avez vu ce qu'on a essayé de recréer, ou à l'AFC, et vous êtes proches, vous connaissez, vous fréquentez, vous parlez technique, mais pas que, vous trouvez dans les salons et tout. Et de plus en plus avec les moyens modernes aussi. Parce que avant, c'était un peu plus compliqué de rencontrer ces gens à Hollywood, mais maintenant, c'est plus simple parce que les technologies ont évolué. Et puis, les festivals en Europe où ils viennent souvent, donc on peut aussi se rencontrer, genre en Cannes Image, ce genre de choses-là. Cannes Image, qui est l'équivalent du festival de Cannes pour les chefs-op, c'est en Pologne. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se rencontre souvent, on fait beaucoup de soirées très arrosées. Là, tu me disais, voilà. Jean-Marie disait tout à l'heure, la semaine dernière, il a vu Ed Lachman avec Pierre-William Glenn. Ed Lachman, c'était un film en compétition à Cannes cette année, Wonderstruck. Bref, un grand monsieur Ed Lachman. Todd Haynes, pardon. Il a accompagné le dernier film de Todd Haynes, et puis il a fait aussi des Wenders. Donc ils étaient ensemble la semaine dernière. C'est Pierre-William Glenn qui déjeunait, ils ont déjeuné ensemble. C'est une grande fraternité, quoi. Ce qui fait que j'en ai finalement bénéficié. C'est-à-dire que quand je vois Dante Spinotti, je ne vous raconterai même pas les circonstances dans lesquelles se sont fait cette interview, parce que je pense que vous ne me croiriez pas, mais ça, vous allez peut-être me croire. À la fin de l'interview, ça se passe tellement bien avec Dante qu'il me dit « Mais tu voudrais pas Vittorio dans ton film ?» Vittorio Storaro, 3 Oscars et tout et tout. Je dis « Bah, ça serait super. » Il décroche son téléphone, il appelle Vittorio, il dit « Vittorio, j'ai... » Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et beaucoup de choses se sont faites comme ça parce qu'un opérateur a dit que, et la réunion des chefs-op à l'ASC, ça s'est fait parce que Villemoche a dit « Ah oui, super bonne idée, faisons ça », et il a décroché son téléphone, ils sont arrivés les uns après les autres, et j'ai halluciné quand ils arrivent, c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est parce qu'il y a cette grande proximité entre vous, dont a bénéficié ce film-là aussi, quoi. Grand respect, quand on décroche le téléphone, est-ce que vous seriez d'accord pour parler d'eux? Certains m'ont dit non, mais la plupart m'ont dit oui, quoi, ils sont là. Après, ce qui est compliqué en montage, c'est... il faut équilibrer les temps de présence, parce qu'on parle de personnalités immenses. Donc il faut, c'est du travail, c'est de la dentelle, un peu, le montage
au-delà du fond, c'est la forme, c'est arriver à ce que chacun s'y retrouve, parce que personne n'a été payé pour ce film, comme vous en doutez bien, personne m'a dit c'est combien. Donc c'était un peu c'était quand même du fil tout le temps, j'étais sur le fil tout le temps. Comme il n'y avait pas le temps, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il fallait trouver des solutions tout de suite, très vite. Et au final, je trouve que ce film est assez équilibré, mais c'est un miracle qu'il soit équilibré comme ça. Quoi. Je ne suis pas sûr de réussir une deuxième fois. En tout cas, bravo et merci, parce que je trouve que c'est un super film. C'est bien d'avoir des amis dans la salle. Hein. Non, pas du tout, rien à voir. On est aussi bénévoles. Non, je trouve que c'est vraiment émouvant. Moi, j'ai une fascination pour les chefs-d'œuvre depuis longtemps. Je trouve qu'ils réussissent à inventer les histoires, parce que quand on lit le scénar, bon, ils ont eu la conversation avec le réal, etc. Mais la façon dont ils pensent, tiens, on va la prendre comme ça, on va la faire comme ça, c'est quelque chose qui me fascine. Mais je me demandais par rapport à ce qui était dit sur l'esthétique, enfin en effet, oui, les belles images, est-ce que pour vous, moi, c'est comme ça que je le comprends, cette espèce d'intimité, est-ce que pour vous c'est aussi l'essentiel, l'intimité entre finalement l'histoire, la façon dont elle a raconté et la façon dont... Est-ce que pour vous, en tant que chef-op, est-ce que pour vous c'est aussi l'essentiel, ou vous diriez que c'est autre chose? Moi, l'essentiel, pour moi, c'est de comprendre ce que veut le metteur en scène, c'est-à-dire ce qu'il a dans la tête. Et son imaginaire, comment... Parce qu'il l'a dans la tête, le metteur en scène, mais il ne peut pas forcément la raconter visuellement tout le temps, et c'est ça qu'il faut fouiller, chercher. Et c'est ce qui me prend le plus de temps, et c'est ce qui me passionne aussi, parce que j'aime bien savoir. Et quand d'un seul coup, des fois, quand ça se passe bien, et qu'on voit le metteur en scène émerveillé par rapport à ce qu'on a fait, parce que c'est ce qu'il avait dans la tête, voilà, là, ça me fait ça. C'est assez souvent le cas, en fait. On y arrive à peu près en travaillant avant. C'est pour ça que la préparation est importante, il faut fouiller, il faut chercher. Mais il n'avait pas forcément une image dans la tête. Non, mais il l'a forcément quelque part, parce qu'il a écrit quelque chose. Enfin, je parle d'un metteur en scène qui a écrit, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'approprie un scénario, bref, quelqu'un qui va mettre en scène une histoire, qui va faire un film, non. Il l'a forcément quelque part. Même s'il n'est pas encore bien révélé, il faut qu'elle se révèle. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On révèle cette image latente qu'il a quelque part pour qu'elle sorte. Quoi. Donc c'est à différentes manières. Moi, quand j'ai fait des films avec Jean Becker, par exemple, j'ai plus passé de temps à la pêche qu'en repérage, mais ça se passait aussi. C'est comme ça. En pêchant sur une barque, que là, on comprend les choses. Donc il n'y a pas que d'aller chercher des choses tout le temps à droite à gauche. On se rend compte que le travail de l'hypnose Sigmund a été découvert avec l'essor du nouvel Hollywood. Est-ce que se dire que ce talent-là aurait pu être découvert aujourd'hui plutôt que s'il avait été jeune aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu être découvert de la même manière? C'est difficile ça. L'état actuel de la production. Ça serait révélé autrement dans un autre... avec un autre support. C'est-à-dire que lui, je pense que ce qu'il a pu amener de très fort, c'est sa grande pratique de l'argentique rapide, je vais dire, quelque part. Enfin, quelque chose qu'il avait en lui par rapport à une facilité de traiter cette pellicule. Je pense que ça a dû beaucoup aider à développer son travail. Donc maintenant, si on peut faire l'analogie à maintenant, ça serait autre chose, ce serait quelqu'un qui maîtrise autre chose, quelque part. Mais il l'aurait quelque part, parce qu'il avait le talent. Donc, mais au-delà de la partie technique, la partie liberté donnée au réalisateur de cette époque-là, mais aussi, du coup, puisque le travail qu'il a fait sur John McCain, je pense qu'un travail comme ça, ça aurait pas pu passer aujourd'hui, à l'époque des studios d'aujourd'hui, je pense. je sais pas ça. En tout cas, ce qu'on dit sur le nouvel Hollywood, c'est que les patrons des grands studios, voyant les films européens, la nouvelle vague, se rendant compte du succès international et de combien rapportaient d'argent ces films, se sont dit, il faut peut-être qu'on fasse pareil. Et ils se sont dit, tiens, allons voir chez les jeunes qui sortent des écoles de cinéma de Los Angeles, qui y a avec les nouvelles idées, et ouvrons les portes.
Ils ont ouvert les portes à une génération, bon, je ne vous fais pas les noms, vous les connaissez tous, hein, les Scorsese, De Palma, plein de Bob Rafelson, Jerry Schatzberg, ceux qui sont là aussi. D'un coup, c'est les réalisateurs rentrent, on vous donne les clés de la maison, faites ce que vous voulez. Ils amènent les chefs-op, ils amènent les acteurs, les Nicholson, les De Niro, enfin, vous les connaissez tous mieux que moi. Et tout d'un coup, tout est possible. Et tout se ferme avec la porte du paradis. Terminé. Basta. Assez joué. On passe à quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est quand même la dernière grande révolution esthétique du cinéma, elle est là, c'est le nouvel Hollywood. Pour moi, il n'y en a pas eu après. C'est technique, le numérique apporte des choses extraordinaires, un outil de travail démesuré, incroyable pour les chefs-op, et je pense que c'est extraordinaire de vivre ça, pour ceux qui ont vécu autre chose avant, d'accompagner ça, parce qu'on arrive à une génération maintenant de jeunes chefs-op qui n'ont jamais tourné en pellicule de leur vie. Ça change. Mais tout ça, il faut des gens qui soient disponibles à ça. Alors est-ce que c'est un mouvement de masse comme les studios, ou bien de façon plus indépendante, le cinéma indépendant, américain, français, fait très très vivant. Encore aujourd'hui, il y a plein de jeunes chefs-op qui arrivent, super talentueux, tout le temps. C'est extraordinaire de voir des films encore aujourd'hui, admiratifs de ces jeunes qui osent des choses encore aujourd'hui. C'est magnifique, qui font des choses. Et Guimauche était très là-dedans aussi, dans l'accompagnement de tous ces jeunes. C'était une transmission. C'était pas du tout nous, pour se garder ça sur soi, c'était transmettre. Et il le dit, il a vécu une période d'or. Il est arrivé à un moment béni. Paf, tout était possible. Et ils en ont vraiment profité, quoi. Mais ils nous laissent des chefs-d'œuvre impérissables. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais par rapport au film, vous montrez les extraits des années 80-90, c'est beaucoup plus espacé. Est-ce à dire que simplement il y a moins travaillé pendant cette période-là, ou est-ce que c'était peut-être des films moins intéressants? C'est une bonne question, parce que c'est une question cruciale quand on essaye de faire un film comme ça. Vous avez tout à fait pointé une chose très juste. Il a toujours beaucoup tourné, Guimauche. Il a beaucoup refusé de tourner, et donc il a choisi tous ses projets. Il a assumé tous ses projets, il les aimait tous. Ce qui fait qu'à un point de notre conversation, un jour dans la voiture, je lui dis « Mais t'as jamais tourné de comédie ?» Il me dit « Non, finalement, c'était pas mon truc, je préfère les films adultes. » Voilà, au sens large, rapport adulte au spectateur, quoi. Il interroge le spectateur sur des problématiques adultes. Donc il n'a pas tourné de film pour enfants, pas de comédie. Voilà, c'est pas son truc, il ne se reconnaissait pas, donc il a refusé des choses. Évidemment, il a refusé Les Dents de la Mer, ça vous l'avez entendu. Il a refusé d'autres choses. Donc il a toujours beaucoup travaillé, il était toujours très demandé, il passait d'un tournage à l'autre non-stop. Après, oui, il faut admettre que sa période d'or, c'est 70-83, quoi. Après, oui, moi-même, je suis moins fan de ces films après que de ces films avant. Mais avant, c'est tellement délirant, quoi, de se dire que chaque film est un chef-d'œuvre. Je ne sais même pas comment c'est possible, que c'est l'un après l'autre. Pendant 10 ans, c'est un chef-d'œuvre après l'autre. Je ne m'explique pas ça. Et puis après, c'est moins, c'est des films moins importants. Bon, il a continué avec De Palma, hein, il a continué avec Schatzberg, il a continué avec Mark Rydell. Mais quand on les interrogeait, c'est-à-dire dont je me rendais compte aussi en les interrogeant, forcément quand vous avez avec Mark Rydell devant vous, Jerry Schatzberg, vous avez fait plusieurs films ensemble, j'aurais aimé avoir Brian De Palma pour faire aussi ce genre de questions, c'est forcément vous les interrogez sur toutes leurs collaborations. Et puis, naturellement, ressort la pépite, Mark Rydell, The Rose, c'est un bon passage. Bravo. Et Jerry Schatzberg, la Palme d'Or, l'épouvantail. Ça vient naturellement, c'est-à-dire que je ne me serais jamais permis d'oublier les autres films qu'ils ont fait ensemble, mais naturellement, ça leur venait moins dans la bouche, dans la richesse de leur expérience, dans ce qu'ils avaient cherché esthétiquement à faire. C'était les films d'après, quoi. Donc oui, c'est moins... les films... C'est pour ça que ça finit de façon un peu amère avec Woody Allen, quoi. Les 3 derniers Woody Allen sont ni les plus connus de Guimauche, ni les plus connus de Woody Allen, à tort ou à raison, à vous de voir. Mais oui, c'était plus la splendeur des années 70 dans sa carrière. Après, il devait aussi faire Midnight in Paris. Oui, il devait faire Midnight in Paris, il a fait ça. Finalement, c'est Darius qui l'a fait. Oui, c'était très étonnant, ça, ce qu'il raconte, l'anecdote qui n'est pas là, c'est que Woody Allen, lui dit on va faire Midnight in Paris, très bien, ils arrivent à Paris, toute l'équipe, tout le monde était prêt. Puis il y a un financier qui arrive et qui dit écoutez, désolé, mais ça ne va pas être possible. Et Woody Allen sort un scénario en disant bon, c'est pas grave, on va à Londres tourner Le Rêve de Cassandre. Et ça s'est fait comme ça, ils sont tous partis à Londres et ils ont tourné Le Rêve de Cassandre à la place. Puis après, il y a eu donc vous avez rencontré Belles sont inconnues, puis après leur collaboration s'est arrêtée. Puis c'est Darius qui a repris, et puis maintenant c'est plus Darius, c'est Victor qui a enchaîné son deuxième, on va sortir en décembre, la Wonder Wheel.
premier c'était Café Society, Wonder Wheel. Et c'est drôle de voir que Vittorio aussi, à la fin de carrière, est avec... et c'est Vittorio qui a amené le numérique à Woody Allen. C'est drôle. Les choses, voilà, donc un petit peu ce film. Entre guillemets, ils sont à la mode. Et on voit leur travail, on a envie de travailler avec eux. Et puis après, c'est comme ça, je pense qu'il y a une très très belle décennie des années 70. Mais ça ne l'a jamais empêché, en effet, d'arrêter de tourner. Et puis après, le film, il s'est monté aussi avec, d'une façon, avec la chronologie de sa carrière et des gens qu'on n'a pas eu, entre guillemets. Et qu'on... Voilà, mais c'est pas par... Oui, mais même, enfin, monsieur a raison, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout d'un coup, les lignes de force, ça monte, le film monte jusqu'à Travolta, c'est-à-dire que c'est le hasard aussi total, c'est-à-dire que je ne parle pas des autres de Palma, qu'il a fait, ils en ont fait 4, ça reste sur Blowout, et c'est le... J'ai senti très vite que ça allait devenir le moment le plus fort du film. Donc après, il y avait et après, ah oui, et après, alors comment on gère le après dans le montage, dans ce qu'on a, et donc ça va plus vite, oui, il y a beaucoup plus d'ellipses après, mais aussi c'est parce que c'est le temps, c'est un film d'1h20, j'ai pas envie que les gens sortent de la salle au bout de 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1h05. J'ai envie de vous garder là. Et donc, il faut que j'arrive à trouver des moyens de vous garder, quoi. Et puis, par exemple, un film comme... on a oublié que, par exemple, il a pu faire Les Sorcières d'Eastwick, mais la façon dont le film est évoqué, c'est aussi une façon d'évoquer ce travail avec cet assistant qui raconte l'anecdote, et qu'au fond, d'un seul coup, ça rend hommage aussi à cette partie du chef opérateur, je trouve. Moi, c'est un moment aussi que j'aime beaucoup. Où, en effet, sur un plateau... c'est une équipe qui est très soudée, qui est interdépendante, qui est vraiment... Et là, ça rend vraiment hommage, c'est-à-dire l'anecdote qu'il raconte, c'est aussi ça. Moi, je suis assez admiratif de l'équipe image sur un plateau, parce qu'il y a les électros, les machinaux, les assistants, et puis au milieu de tout ça, il y a un général, c'est le chef-op, et d'un seul coup, ce stagiaire qui raconte cette anecdote, que lui seul, il voit l'ombre de quelqu'un sur Michel Pfeiffer, et qu'il ose le dire. Mais ça aussi, ça dit beaucoup de choses sur le cinéma et comment les choses en fait sont très compartimentées, chacun a son poste, il y a une hiérarchie, il y a des choses à dire, à faire et ne pas faire, et puis que d'un seul coup, ça rend aussi hommage à l'homme qu'il était, en plus d'être un super technicien. Oui, ça dit aussi la personnalité de Villemosse, parce que il y a des opérateurs, l'assistant il voit ça, il peut pas lui dire. Hein. Bien sûr. Tout est possible. Ouais. Voilà. Merci d'être venu. Alors, pour un coup, ensemble, on va... alors, il y a plein de cadeaux pour ceux qui en veulent. Enfin, plein. Je vous les descends. Il y en a qui ne viennent que pour les cadeaux. Non, en fait, il y a une tradition, c'est que... Ouais, Marc est très fort. Je fais des tirages photos du film d'après. Voilà, et donc, si ça vous intéresse, c'est une photo du tournage de The Road avec Bette Midler. Voilà. Et donc venez vite, hein, il n'y en aura pas pour tout le monde. Aussi, il y en aura pour tout le monde. Et après, on se retrouve en bas pour voir la photo ensemble. Je vais préparer les verres et puis vous nous rejoignez au bar. Un moment un peu particulier pour nous, pour Pierre, le réalisateur du documentaire sur Vilmos Zsigmond, qui va nous rejoindre, et aussi Jean-Marc Drejoux, qui est chef opérateur. On a accompagné un film, un documentaire, depuis le mois de novembre, qui est sorti dans cette salle, et c'est un documentaire sur le chef opérateur Vilmos Zsigmond, que vous connaissez peut-être. J'ai plein de gens que je reconnais, qui sont venus à plusieurs séances. L'idée, c'était de faire des doubles programmes, un dimanche par mois, et de rendre hommage à sa carrière. Là, c'est le 9e et dernier rendez-vous autour de The Rose. Je suis aussi le distributeur du film The Rose, et en attendant que nos invités arrivent pour présenter le film, puisque c'est la fête du cinéma, je vais vous faire gagner 2 lots, et je vais faire un peu de liens et de choses très conviviales. Vous allez gagner 2 badges, 2 fois 2 badges, un du documentaire et un de The Rose. Tout le monde peut participer. La première question, elle est simple. Est-ce qu'il y a des fans de Bette Midler dans la salle? Ah oui, non, tu vas connaître la réponse. C'est très simple. Vous connaissez tous par cœur les 50... Combien d'États? 52 États américains? 51? Ah, Porto Rico y est presque. Dans quel État des États-Unis est né Bette Midler? Non, pas tous en même temps et à haute voix. Pas Tennessee. Non,
Non. Michigan. Non. Connecticut. Non. Texas. Ok. Texas. Non. Alaska. Kiki. Kansas. Californie. Hawaï. Hawaï. C'est ça? Waouh. Hawaï. Et maintenant, la deuxième question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu The Rose, j'imagine? C'est tout? Bravo. Non, donc vous allez voir, alors il y a une légende autour de ce film. Ce film n'est absolument pas un biopic sur Janis Joplin. C'était le projet initial du film. Mark Rydell, le réalisateur, et la Fox, à la mort de Janis Joplin, avaient acheté les droits d'une biographie sur Janis Joplin, une biographie écrite, et il était question d'adapter cette vie à l'écran. Et c'était une icône importante de la culture américaine, et peu de comédiens voulaient s'y coller. À l'époque, on avait déjà proposé le rôle à Bette Midler. Au milieu des années 70, le film ne s'est jamais fait, il est toujours resté dans les tiroirs. Et on a proposé à plein de réalisateurs de le faire, à des comédiens. Et ça s'est transformé en autre chose. On l'a reproposé à Bette Midler en lui demandant si elle voulait toujours faire ce film. Elle a dit oui, à une seule condition, c'est qu'on garde la trame de cette icône rock. Mais par contre, que ce ne soit pas une bio de Janis Joplin. C'est pour ça que pour tout le monde, il y a ce malentendu autour du film. Alors, la deuxième question très simple. Dans le film, vous allez avoir plein de morceaux musicaux, dont un qui est When a Man Loves a Woman, qui est déjà une reprise. Qui a écrit, enfin qui a repris... Percy Sledge, oui, bon. Voilà, vous avez gagné. Et maintenant, voilà la suite du programme. C'est Percy Sledge. Voilà, Pierre va vous présenter le film et Jean-Marie The Rose. On va essayer le micro quand même. Merci Étienne. Bonsoir. On va essayer de voir s'il est dur. Oui, bonsoir et bonsoir et rebonsoir. J'essaie celui-là. Oui. Bonsoir et rebonsoir pour ceux que j'ai vu tout à l'heure, quand on a parlé autour du documentaire de Pierre. Donc maintenant vous allez voir The Rose. Alors, The Rose, c'est un film que j'ai vu quand il est sorti, moi. C'était début 80. Je sortais juste de l'école, donc c'est des films qui m'ont toujours marqué un petit peu. Et puis je l'ai revu à la Cinémathèque l'année dernière, quand ils ont fait autour du documentaire, en tout cas. Et donc ce film, je l'avais beaucoup gardé en tête, ce film. Et bizarrement, c'était pas l'image qui m'avait marqué tout de suite, c'était le son surtout. Parce qu'à l'époque, ça doit être un des premiers films sortis en Dolby, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, le son était assez exceptionnel. Donc j'ai un souvenir de son très fort. Et puis bien sûr, l'image, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit à travers le film de Pierre, c'est que cette image a été un peu partagée. Donc on sent aussi la personnalité de Simons, qui durant tous les concerts a travaillé avec tous ses collègues qu'il aimait bien. C'est-à-dire que du coup, au générique, on voit plein d'opérateurs assez grandioses quand même, et qui étaient des copains de Vilmos, et qu'il a amené avec... ça marche? J'espère. Ils sont en train de nous lâcher les micros. Ouais, donc qu'il a amené avec lui pour filmer les concerts, en leur disant, bah voilà, je vous laisse le libre à l'artiste de faire les plans que vous avez en tête. Mais quelque part, c'était pas non plus tout libre. C'est-à-dire que s'il a mis quelqu'un à la caméra à la main, c'était pas par hasard non plus. Quelqu'un à la caméra sur pied, quelque chose qui contrôlait quand même, mais qui a demandé à tous ses collègues de donner le meilleur d'eux-mêmes pour tous ces concerts. Et c'est quelque chose qui m'est resté en tête aussi. Quand j'ai vu le générique défiler, je me souviens, je crois que c'était début 80, le film des 79, ouais, 79. Et j'ai vu le générique qui était roulé, c'est vrai qu'il y avait tellement d'opérateurs prestigieux que je me suis dit, voilà, ça reste. Parallèlement à ça, j'ai des images assez fortes qui me restent aussi, parce qu'il y a pas mal de cas d'école dans ce film. C'est pas un film marquant au niveau de la photographie, comme Délivrance, ou comme Voyage au bout de l'enfer, ou comme Le privé au John McCabe. C'est plus un film basé sur rock and roll, et comment je veux dire, l'image est assez classique, on va dire, je trouve.
Par contre, il y a quelques difficultés techniques, je trouve, au niveau de la surexposition, qui même moi m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Je me souviens du film qui s'ouvre, par exemple, sur une porte de garage qui s'ouvre, et d'un seul coup, on se retrouve donc comme en temps noir, la porte de garage s'ouvre, et on se retrouve avec des personnages en plein soleil qui vont rentrer dans le garage et qui vont allumer une ampoule pour qu'on les voit, parce qu'ils rentrent en silhouette et de ce coup on les voit. Ça, c'est vraiment un cas d'école. Donc quand on sort de l'école, c'est un truc qui nous interpelle. Oui. Juste pour resituer ce film dans la carrière de Villmosch, donc c'est l'apogée de sa carrière. Il vient d'avoir l'Oscar pour Rencontre du troisième type. Il a fait Voyage au bout de l'enfer pour lequel il a été nominé. Il va faire après ce film-là, La Porte du paradis. Enfin, c'est vraiment le meilleur de sa carrière. Et au milieu de ça, il fait The Rose. Alors ils se sont rencontrés avec Mark Rydell, le réalisateur du film, sur Le Privé. Donc j'en parle avec le sourire au coin des lèvres parce que c'est notre dernier Villmosch Tribute, c'était Le Privé en avant-première avec Caroline Champetier. Et ce film ressort mercredi au Grand Action, donc je vous invite vivement à venir le voir si vous avez encore envie de voir un autre film de Villmosch. Le Privé, donc The Long Goodbye, qui est la dernière collaboration entre Villmosch et Robert Altman, leur troisième film ensemble. Et sur le tournage, Mark Rydell, vieil ami de Robert Altman, qui joue le rôle d'un salaud, découvre Villmosch et voit Villmosch au travail et se dit mais ce mec il est juste dingue, je veux absolument travailler avec lui. Alors il n'a pas pu le faire pour ses premiers films, mais quand il a fait The Rose, il a dit j'ai besoin de lui, ça sera lui. Ils sont tout de suite très très bien entendus et c'est on va dire un des plus grands succès de Mark Rydell, The Rose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que tu n'as pas dit sur la multiplicité? Oui, c'est-à-dire que quand même à l'apogée de sa carrière, il va avoir la modestie incroyable d'appeler ses collègues de l'ASC pour dire allez, on va faire ce film ensemble. Et quand même, il y a une vraie démarche. Mark Rydell avait dit les scènes de concert, donc que vous allez voir, on ne les fait qu'une fois. Vraiment ambiance concert, même si tout est recréé, évidemment, ex nihilo, en studio. Chaque fois qu'il y a une chanson qui est faite, c'est une fois. Donc il faut un axe de caméra pour cette fois-là. Capturer la magie de ce moment-là. Donc il fait le choix de demander à ses collègues de prendre ces différents points de vue. Et vous verrez, je pense particulièrement à un plan qui dure sur elle, sur son profil à elle. Il y a 7 caméras qui tournaient et Mark Rydell disait on avait tellement au montage de choix, mais c'était aller au plus juste tout le temps. Vous verrez ce long plan qui dure, parce que l'émotion, elle est dans cette durée du plan-là. C'est ça que ça raconte. Et donc il l'a trouvé dans un plan, c'était pas la caméra que tenait Villmosch, mais d'avoir ouvert le tournage à tous ses copains, c'est ce qu'il fera après, lui de l'autre côté, Villmosch, appelé par, j'ai oublié par qui, désolé, sur le Scorsese The Band, où il est appelé comme l'un des chefs-op au milieu des autres chefs-op. C'est Chapman qui a demandé ça peut-être. C'est pas The Band, c'est The Last Waltz. Mais c'est vrai que durant ces concerts, en plus, faut bien se rappeler qu'on était encore en pellicule, avec des pellicules qui n'étaient pas si rapides que ça, déjà, au début 80. Et donc, les gens avaient des zooms. Et vous allez voir, il y a une unité, je trouve, assez exemplaire sur l'unité photographique de tous ces concerts. Et puis, je pense aussi que, enfin pour moi, quand j'avais vu ce film, quand je vous parlais de la surexposition par rapport, il y a pas mal de scènes où je trouve qu'il a été au bout aussi de l'utilisation justement de cette pellicule argentique dans ce film-là. Même si ça saute pas totalement aux yeux comme d'autres films qu'on a pu voir de Villmosch, je trouve qu'il y a une très grande tenue photographique, aussi bien aussi sur Bette Midler, qui n'était pas facile à photographier. Et je trouve qu'il y a une sensibilité que je trouve que j'ai beaucoup ressenti moi. Ce que tu dis me fait penser à une anecdote que m'avait racontée Dante Spinotti. Dante Spinotti, donc en directeur de la photographie, que j'ai interrogé pour le documentaire, qui a fait des films avec Michael Mann. Et à un moment de sa carrière, il est appelé par Bette Midler pour faire quelques films avec elle. Et donc il voit une série de films qu'elle a déjà tournés, il épluche les films les uns après les autres. Et il me dit, en fait, le plus beau film qui a été tourné avec Bette Midler, c'est The Rose, quoi. Parce qu'elle avait un profil qui peut être ingrat, il y avait des difficultés réelles et quand même très spécifiques. Et
il trouvait Dante que The Rose était le plus réussi de tous ces films, et en plus une énergie qui se dégage que vous allez déguster. Mais voilà, ce problème-là, avec un profil, se pose, et Jarmusch a résolu le problème, quoi. Non, c'est bon. C'est bon, voilà. Il n'y a plus qu'à déguster le film. Bon film, et à la prochaine.